voyez toutes les infrastructures qui ont été construites depuis le temps de Blaise Compaoré pour accueillir ces événements qui sont d'ordre international et qui rassemblent beaucoup d'artistes venus dans le monde. Force est de constater qu'au Togo, on est toujours dans un désert d'infrastructures pour les artistes, que ce soit ceux qui sont les chanteurs, ceux qui sont spécialisés dans le domaine de l'art plastique et tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a pas de centre culturel au Togo appartenant par exemple à l'État togolais. Il n'y a pas de palais de culture, il n'y a pas de centre artisanal bien construit. Moi je me rappelle, j'ai vu le centre artisanal de Cotonou il y a plus de 20 ans, un domaine assez immense. J'ai vu le centre artisanal du Burkina Faso, un domaine assez immense. Le centre artisanal de Ouaga, un domaine assez immense. Le centre artisanal de Dakar, très vaste. Et à cela, il faut ajouter, je ne sais pas comment dire, les musées et tout. Et donc aujourd'hui, c'est un désert d'infrastructures. Pourquoi je parle de ce sujet-là? Il ne suffit pas seulement d'aller à Ouagadougou et de prendre des photos. Vous voyez nos compatriotes qui vendent dans la rue, je ne sais pas comment on l'appelle, la rue dans laquelle on vend les fleurs, qui est le début de où on vend les fleurs. Donc, nos compatriotes qui vendent les objets d'art dans la rue qui débouche sur l'UTB à partir de l'église évangélique à Sigamé. Voilà, le golf, voilà, la rue on vend, voilà. Et donc, ça fait des années que des compatriotes sont dans cette rue en train de vendre les objets d'art. Et ça attire énormément de touristes. Quand les touristes viennent au Togo, c'est l'un des rares endroits où ils vont pour repartir avec des objets d'art en souvenir du Togo. Et ces gens-là, ils payent des impôts, ils payent des taxes, mais ils sont pratiquement dans la rue. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils sont dans la rue du Golfe, merci, qui sont dans la rue. Et aujourd'hui, l'église évangélique presbytérienne, qui est propriétaire des immeubles qui sont là-bas. L'église a construit des immeubles aujourd'hui pour les rentabiliser. Donc il se fait que les marchandises, les étalages, bonjour Evelyne, merci d'être là. Bonjour Sylvain, les étalages de nos frères qui vendent dans cette rue-là deviennent un obstacle pour les nouvelles boutiques que l'église évangélique a construites. Alors là, qu'est-ce que l'église fait? L'église a sorti une note pour demander à tous les citoyens qui sont là-bas, à tous les compatriotes, rue des Arts du Golfe, voilà, à tous les citoyens qui vendent là-bas de dégager dans un délai de 1 mois. Dans un délai de 1 mois, ils doivent libérer l'emprise. Toute l'emprise qui est là-bas doit être libérée dans 1 mois. Alors, tous ces gens, tous ces jeunes, tous nos compatriotes qui vendent sur cette rue-là, ils vont devenir quoi? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ça la problématique. J'ai la note ici, la note de service de l'église, qui a demandé qu'ils évacuent les lieux parce que l'église a construit des boutiques derrière qui ont besoin de l'espace de devant pour rentabiliser aussi ces investissements. Et donc, le ministère de la Culture au Togo fait quoi? Le ministère de la Culture, il ne s'agit pas d'aller à Ouagadougou, aller prendre des photos, d'être content parce qu'on a participé au FESPACO, mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, au Togo, de construire un marché des arts, un centre artisanal, où quand les touristes vont arriver, c'est là qu'ils vont débarquer, soit dans la zone portuaire, soit dans la zone de l'aéroport, où vous avez un marché uniquement dédié pour les arts, et quand les gens viendront, c'est là-bas qu'ils vont aller. Donc, c'est ça ce qui est vraiment dommage. Je vais résumer ça rapidement en langue locale. Et bien envie que oui, ça n'a ati pakpabe nous les rue du Golfe, nous auto koisko, nous auto nyanyo habe direction anti paroisse que nous faisons. Et bien envie que ça n'a les funa nyanto minyabe ameon ou les funu fia ite petiti. Funu po wachon on a yo sana wabe et objet d'art ati pakpabe nous wabe et humbe nous ko panao su palime. Et nous on avait palime au panel yo ba sanele lomé. Funu le wanya et nous le komi au université. Au sana les funu ven on a le funu ko to mi kanse. O les funu depuis des années. Voilà, et mon dieu, les trottoirs radio, nous avons siolé, nous avons don vioa, olé, tchotiabe, te peut faire avec de toméo, on a clienté les fonds. Donc,
Kakaso du soleil à Tchotchi à Léomatobe et Malaisie la Pau les fous. Parce que Tchotchi a Chantou et nous a fiocé Gangaro les fous. Tchotchi a dit la rentabiliser les fiocés. Donc, Néo les fous. Et là, tout qu'on a, et fiocé à Mokola au fiocé. Donc, Tchotchi a l'étonobina, Nyanyoha, mais l'étonobina, mais non, au tri de cas, Néo a tout les fous. Il y a Fico les Yayo. Donc, on les désemparé. Il voit mieux, et mis en promotion de l'art, mis au ministère de la culture. Nous qui tout mis les pour les sopero à mon corps, on a les mêmes montures. Parce que nous avons et à me dire, on va me jumer, on me dire, on va me jumer. On s'en a voté, on y est boulé, on s'en a dit pas quoi, on s'en a voté, bâti que bavon, couton, on s'en a nous. Donc, normalement, on a dit te pérécom. Là, il y a un vieux, il y a un salon les fous, né à Medjuro, va me dire, à touriste, ou là, on ploie les fous. Et te on les coutons, on les Dakar, on les Ouaga, on les Abidjan, on les Accra, te payes gang, où tu es, c'est des centres. Hein? Et te payes gang, où tu d'aller, il va foutre la ploie, il faut, il avait prévu que Mélédia, et doit bébé, et nous, et nous, Roissia, on s'en a les fous, nous, du médio produit, on s'en a les fous. Voilà, Togoua, centre mobile Pepemlo. Famille au ministère de la Culture. Nous sommes avec Madame Kugan et Ouagadougou. On va participer à FESPACO, on des photos, on les connaît, Burkina Faso, tout le monde a sur Blaise Campagne, même Sankara. Dans le centre artisanal de Ouaga, c'est sûr, c'est dans un domaine. Au Bénin, c'est pareil. Domaine dont tu es loin là où plus de 1 hectare. Donc, mieux regardez, nous qui tout est les mieux. Nous quel est Joromia Dio? Il y a un autonome de les fous. Tu as autonome de les fous. L'église a raison. Parce que c'est le domaine de l'église. Donc, avant, tu avais fiancé au meilleur, fiancé dans mon. Parce que maintenant, il y a des filles. Tu vois, crise les tu au meilleur. Mon balai, tu as sous bord. Qu'un baroué, et on a des subventions pour qu'on a sous du tachan et garde balai va non sous bord. Donc, tu as le fiancé là, fiancé. Donc, on a mené les salons. Tu avais fiancé bien quoi. Et à un moment, tu vas appeler les fous. On les quoi. Donc, il y a un vieux mois. Et tu as quoi pour bien. Ouais, si ça savait mon collègue, on les tout le monde a fiancé. Donc, normalement, État, gouvernement, et il a dit TP, n'a bien envie beaucoup de fou. Parce que, je vous vois dans le fond, un peu bénin, et Gabinina Runa Djouame, c'est beaucoup d'argent qui rentre dans le pays. Normalement, on a tout centre artisanal, non? Soit on a les zones portuaires, mais fou, alors là, on a l'aéroport, on a dit TP, on a tout centre artisanal. Hein? Un ébani 4 lots, 5 lots, tiens, là, tout centre artisanal. Ah, mais tu veux que va jouer à fou, nous l'avons pris, nous l'avons. Donc, mon ministre pour être ministre, quoi, et régler tout les problèmes. Donc, j'ai voulu en parler. Je vais publier la note de l'église qui leur demande de partir sur ma page Facebook, pour que tout le monde puisse voir ce que je dis. Donc, voilà. Merci pour cette question aussi. Je l'ai évacuée. Et EPAM, voilà. Et tous mes trinos, les gens de EPAM là, ils sont tellement bouchés que fort de l'impunité dont qu'ils bénéficient dans le pays, ils se permettent tout. Et ils se disent rien ne va leur arriver. Ils se disent on va dépenser l'argent public comme on veut, rien ne va nous arriver parce qu'aujourd'hui, nous servons un pouvoir qui nous protège et il ne se passera rien. Il ne se passera absolument rien. Et donc, mais ce que les gens oublient, c'est que les dénonciations que nous faisons aujourd'hui, ça va vous rattraper plus tard. Que vous le veuillez ou pas, ça va vous rattraper. Si vous prenez des libertés avec l'argent public, vous êtes une directrice de l'EPAM, vous êtes commissaire de police, on connaît votre salaire, et vous prenez de l'argent de l'EPAM pour faire des réalisations, des appartements meublés, vous achetez des terrains, vous construisez des bâtiments à Lomé, à Palimé, un peu partout. Demain, quand ceux qui vous protègent aujourd'hui ne seront plus là, on vous demandera des comptes. Donc, vous avez beau dire aujourd'hui que vous vous en foutez. Salut Zaga, merci d'être là. Vous vous en foutez de ce que ce journaliste raconte. Vous ramassez de l'argent, vous ramassez comme vous voulez, mais
sachez que demain, tout ce que nous dénonçons là, ça va vous rattraper. C'est d'ailleurs pourquoi la loi a dit que tous ceux qui ont des postes de responsabilité au niveau de l'administration doivent déclarer leurs biens. C'est pour ça que la loi le dit. Et donc, vous dites que oui, que les PAM, c'est une vache à lait, vous servez comme vous voulez, au détriment des femmes, au détriment de ceux pour qui vous devez créer un environnement, je ne sais pas, pour pouvoir travailler. Et vous vous servez. Écoutez-moi très bien. Au mois de décembre, je vous ai dit ici combien les gens de l'EPAM se sont partagés comme prime de jetons de présence pour les conseils d'administration, depuis le ministre jusque... j'ai donné les montants. Et ils se sont partagés beaucoup d'argent. Et début janvier, ils se sont encore partagés 29 millions. Prime d'incitation. Ils appellent ça eux-mêmes prime d'incitation. Ils se sont partagés 29 millions. Donc, et Gao Kekewa, cet argent, ils le tiennent d'où? Parce que l'EPAM ne produit pas de l'argent. L'EPAM, ce n'est pas une entreprise qui produit de l'argent. Ils ont juste des tickets et ils vont, avec les tickets, ils vont prendre de l'argent chez les femmes au marché. C'est des gens qui vont au marché avec un bout de papier en main et ils récoltent de l'argent. Normalement, ils devraient investir cet argent-là dans le marché pour créer de bonnes conditions pour que les femmes aient de la place pour vendre. Mais cet argent, dès qu'ils le ramassent, ils se partagent entre eux. Ils achètent de nouvelles voitures, ils ont les bons de carburant, ils vont donner l'argent. Ils vont donner de l'argent aux officiers, à leurs chefs hiérarchiques, ils mouillent tout le monde. Et donc, aujourd'hui, la directrice même de l'EPAM est en palabre avec ses propres gars qu'elle a recrutés pour collecter l'argent. Parce que, puisque elle-même elle vole, puisque elle et les autres se partagent l'argent, les jeunes qui sont les collecteurs, eux aussi, ils ont mis des circuits parallèles pour harceler les femmes et se faire de l'argent. Alors, en décembre 2024, écoutez-moi très bien, l'EPAM a récolté comme ticket au grand marché 225 millions. Décembre 2024, ils ont eu une rentrée de 225 millions. Décembre 2024, le seul mois de décembre, ils ont eu une rentrée de 225 millions. À l'heure où je vous parle, ils n'ont plus d'argent pour payer leurs prestataires. Ils ont des tensions de trésorerie. Ils vont payer les salaires avec un retard, mais ils ont des tensions de trésorerie. Il y a des prestataires qui ne sont pas payés, et des gens qui viennent ramasser les ordures dans les marchés, les gens qui entretiennent certains marchés, les gens ont des factures qui ne sont pas payées. Et pendant ce temps, eux, ils se partagent l'argent. Donc les 225 millions qu'ils ont récoltés en décembre 2024, ils se sont partagés ça en différents primes. Primes d'incitation, primes de ci, primes de ça, bons de carburant et tout. La dame qui avait été directrice de l'EPAM avant l'arrivée de cette commissaire de police que Boubessi a placée là, Madame Ayele, quand elle partait de l'EPAM, elle avait laissé un DAT de 500 millions. Vous savez ce qu'on appelle DAT? C'est un dépôt à terme. C'est de l'argent qu'on met dans un compte, dans un compte bloqué pour faire des projets. Elle avait un DAT de 500 millions. Elle avait laissé un DAT de 500 millions. Dès que l'équipe actuelle est arrivée, la première chose qu'ils ont eu à faire, c'est de dilapider ce DAT-là de 500 millions. Mais nous avons nos mamans qui sont au grand marché, qui sont sous le soleil, qui n'ont pas de place pour vendre, qui sont bousculées par les gens dans le marché. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Quand on en parle, et on a quand même des autorités dans le pays, parce que le premier qui couvre cette corruption, c'est le ministre de l'administration territoriale, M. Awate Odabalo, parce que c'est lui qui est le président du conseil d'administration de l'EPAM. En plus, il y a la ministre du Commerce, Mme Yvedor, et maintenant il y a la gouverneure, Mme Kassa. Donc, c'est ce groupe d'individus, bien, bonne arrivée là, c'est ce groupe d'individus qui cautionne la gabégie de la directrice générale de l'EPAM. Ah ouais, je vois bien un ministre qui s'est connecté. Bonne arrivée, monsieur le ministre. Donc, vous voyez,
Je l'ai vu se connecter, hein, mais peut-être qu'il va, il va changer. Je l'ai vu se connecter et c'est le ministre Trimois, je l'ai vu se connecter. Et donc, vous voyez, c'est le ministre de l'administration territoriale qui cautionne toute cette gabégie au grand marché. Et donc, des gens qui ont récolté 225 millions en décembre, ils ne font aucun investissement. Ils ne produisent pas de l'argent. Les PAM, ce n'est pas des gens qui produisent de l'argent. C'est des gens qui ont juste un bout de papier, donc des tickets, et ils vont chez les femmes collecter de l'argent. Donc, chaque jour, il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'EPAM. Et donc, normalement, si cet argent était bien géré, on peut le mettre dans des comptes bancaires, et puis après, on fait des prêts pour moderniser le marché. Donc, eux, ils se partagent l'argent comme un butin de guerre. Chaque mois, ils se partagent l'argent, les bons d'essence, les voitures, les avantages, tout. Sauf les femmes qui sont sous le soleil. C'est pas normal. Donc, ils ont eu 225 millions en décembre et aujourd'hui, nous sommes début mars, ils ont des tensions de trésorerie. Il faut auditer les PAM et le plus rapidement possible. Moi, je dis et je le dis toujours que ce dossier-là, je ne le lâcherai pas. Jusqu'à ce qu'on nous mette de l'ordre dans les PAM et que nos mamans qui sont au grand marché travaillent dans de bonnes conditions. Vous avez vu les boutiques qu'ils ont conçues là? Les boutiques qu'ils ont conçues à l'ancienne gare routière, là où il y avait le commissariat. Les boutiques qu'ils ont construites, là où il y a le commissariat, eux-mêmes ils appellent ça centre commercial. Vous avez vu les boutiques qu'ils ont construites là? À côté, au Carrefour, là-bas, ils ont construit des boutiques pour aller vers l'école primaire qui est, voilà. Les boutiques qu'ils ont construites là, ils ont construit l'immeuble là, ça fait au moins 800 boutiques. 800 boutiques. C'est des barons du régime qui ont récupéré le terrain, beaucoup qui ont mis de l'argent dedans. 800 boutiques. Et vous savez combien de boutiques les Togolais ont pu avoir dans ce complexe-là? 81 boutiques. Les Togolais n'ont eu que 81 boutiques sur les 800 boutiques. Et c'est à 500 000 francs par mois. Les Togolais n'ont eu que 81 boutiques sur les 800 boutiques dans ce complexe-là. Les Togolais n'ont eu que 81 boutiques. Où est notre patriotisme? On a pris le terrain de l'État pour construire des boutiques et les Togolais n'en bénéficient pas. Les Togolais n'en bénéficient pas. On a pris le terrain de l'État parce que c'est un domaine de l'État pour construire un centre commercial et ce sont les gens qui viennent de l'extérieur qui ont eu la majorité des boutiques. Sur les 800 boutiques, il n'y a que 81 boutiques que les Togolais ont pu avoir. Parce qu'ils ont augmenté les frais de location et comme les Togolais n'ont pas d'argent, ils ont donné ça aux étrangers. Et ça, c'est depuis tout le réseau autour de l'EPAM qui organise ça. Est-ce que c'est normal? On ne peut pas continuer par accepter des choses comme ça. On ne peut pas. Donc, il faut revoir toute l'administration du grand marché de Lomé, l'administration de l'EPAM. C'est vrai que quand je sors, je parle de l'EPAM, la directrice là, elle est paniquée, elle fouille dans son bureau, elle se pose des questions, si Ferdinand a placé un micro dans son bureau, où est-ce que je le passe pour avoir les informations, et tout ça. Mais vous n'avez pas un niveau de conscience pour comprendre que ce qu'on est en train de vous dire là, c'est une alerte. Demain, vous serez poursuivi par ce que vous êtes en train de faire. Même si on ne vous fait rien aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça va vous rattraper demain. Ceux qui vous protègent là, est-ce que vous savez s'ils vont perdre le pouvoir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Dans 5 ans, vous serez où? Dans 10 ans, vous serez où? Si Dieu vous prête vie. Les gens vont vous arrêter. Ceux qui vont venir, peut-être que ce sont des gens qui ne vont pas accepter la corruption, ils vont faire un audit, ils vont vous foutre en prison. Ils vont retrouver vos réalisations, ils vont le comparer à votre salaire de commissaire. Ils vont se rendre compte que vous vous êtes fait beaucoup d'argent sur le dos de l'État. Pour le moment, vous êtes sûr que rien ne va vous arriver. Donc, vous faites ce que vous voulez. Vous avez les oreilles bouchées et vous faites ce que vous voulez. Et vous pensez que c'est ceux qui vous dénoncent qui font mal.
Alors que vous vous amusez avec l'argent public. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur les PAM. Je vais dire rapidement sur les PAM et puis voilà, je pense que j'ai suffisamment parlé de l'EPAM. Il y a un compatriote qui m'a dit que il y a une montagne d'ordures. Il y a une montagne d'ordures. Merci à tous ceux qui sont connectés sur TikTok. Merci à Zaga, à tous les autres, à Marc et tout ça. Et il y a un compatriote qui m'a dit qu'il y a un tas d'ordures derrière la BOAD. C'est la BOAD ou c'est la BIDC? En tout cas, dans la zone de Zongo, l'ancien Zongo. Merci beaucoup. Dans la zone de l'ancien Zongo, qui a un tas d'ordures juste derrière Zongo, derrière la BIDC, entre la BIDC et la BOAD, je pense que c'est la BIDC, il y a un tas d'ordures là-bas et qui inonde le quartier d'odeurs nauséabondes. Je ne sais pas si c'est la NASAP qui doit s'en occuper, si c'est la mairie de la zone qui doit s'en occuper. De toute façon, il y a un compatriote qui a parlé de ça, qui a voulu que je relaie cette information pour qu'on puisse venir ramasser les ordures qui se sont entassées derrière la BIDC et qui envoient des odeurs dans tout le quartier, y compris la BIDC elle-même, BIDC ou BEAD, je ne sais plus c'est derrière quelle clôture exactement, mais qu'il y a un tas d'ordures qui se trouvent là-bas aujourd'hui. Et comme les pluies vont arriver bientôt, si les pluies tombent sur ces ordures-là, vous imaginez tout ce que cela va entraîner encore dans le quartier, comme odeur, maladie et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est important que ceux qui doivent ramasser ces ordures-là, si c'est la NASAP, si c'est le grand district autonome de Lomé, si c'est la mairie, au moins qu'on puisse aller ramasser ces ordures-là pour le bien des riverains ou ceux qui travaillent dans le quartier. Et c'est d'ailleurs, ce n'est pas une bonne image pour les Togolais. Quand vous avez une banque comme la BIDC qui est remplie d'étrangers qui travaillent chez nous, la BIDC c'est la banque de la CEDEAO, et que des gens viennent à la BIDC et ce qu'ils voient à travers les fenêtres, c'est des tas d'ordures immédiatement derrière un immeuble aussi important, un immeuble aussi prestigieux que l'immeuble de la BIDC, ça pose un problème. Même si vous êtes incapable même de ramasser les ordures dans la ville de Lomé, vous n'arrivez même plus à ramasser les ordures, c'est qu'il y a fondamentalement un problème. Il y a fondamentalement un problème dans le pays. Le pays peut-être est dans une situation assez préoccupante si vous n'arrivez même pas à ramasser les ordures. Ça, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors, j'ai lu toute cette semaine une interview de M. Agadazi, ambassadeur plénipotentiaire de la République du Togo auprès de la République française. Et franchement, je ne sais pas qui l'a conseillé de raconter ce qu'il a raconté là. Je sais que c'est des journalistes, hein, c'est des journalistes qui avaient intérêt à lui soutirer peut-être un peu d'argent pour le week-end, qui l'ont dit, ah oui, il faut réagir, il faut faire ci, il faut faire ça. Et bon, je ne sais pas quel est moi mon problème, parce qu'il s'en est pris violemment à moi en disant que je suis un adepte de la délation. Je ne sais pas, quand on dit qu'il a un appartement à Marseille, c'est une délation, ou bien s'il veut que je publie l'adresse sur les réseaux sociaux, je peux publier l'adresse de son appartement qui est à Marseille, comme ça il saura si c'est de la délation. Ensuite, la manière la plus opaque dont il a géré pendant plus d'une vingtaine d'années l'ANSAT, s'il veut on va en parler, comme ça il verra si c'est de la délation. La manière dont il a géré le ministère de l'Agriculture avec tous les projets qui ont été initiés, les milliards qui ont été envoyés par la fenêtre, il verra si c'est de la délation. Et après il dit que je suis un activiste. Moi je ne suis pas un activiste, je suis un activiste.
avec une reconnaissance internationale qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Et si j'étais activiste, ce que j'allais faire, ça va être la Johnny Pacheco. J'ai toujours dit ici que moi je ne suis pas un activiste. Hein. Si j'étais un activiste là, un journaliste c'est quelqu'un qui connaît les limites de ce qu'il fait. Il connaît la loi, il sait ce qu'il doit dire, il sait ce qu'il ne doit pas dire, il sait les limites à ne pas franchir. Mais les activistes là, ils n'ont pas de limites. Hein. Eux, pour eux, toute arme qui tombe dans leurs mains, on peut l'utiliser. Même s'il faut, il faut mettre un peu, sinon beaucoup de mensonges dedans. Les activistes, là, ils ne connaissent pas les réglementations, ils ne connaissent pas la loi, ils ne connaissent pas la déontologie, ils ne connaissent pas l'éthique et tout ça. Mais si moi j'étais activiste, mais comme je l'ai dit par le passé dans plusieurs de mes lives, la République va prendre un coup. Mais je n'ai pas envie d'être un activiste. Donc, M. Agadasi, d'abord, un ambassadeur ne parle pas ouïa-ouïa, comme vous avez parlé là. Un ambassadeur, a priori, c'est quelqu'un qui est discret. Normalement, par rapport aux accusations qui ont été portées contre vous par Kodi Togo, il ne vous revenait pas de parler, il revenait au gouvernement, le porte-parole du gouvernement, si réaction devait avoir, de réagir, ou à la limite, le ministre des Affaires étrangères, celui qui est votre patron immédiat. C'est à lui de réagir s'il fallait réagir. Ça, c'est pour la forme. Vous êtes un officier, mais vous ne savez même pas, et vous devenez ambassadeur, vous ne connaissez même pas la forme. Vous ne savez même pas comment, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il ne faut pas parler, et vous racontez tout et n'importe quoi. Les journalistes qui sont venus vous dire de faire ça, je les connais, je sais ceux qui sont venus vous proposer ça, ils vous ont plutôt enfoncé. Étrangère en France. Et vous avez commencé par dire, parler, à vous exprimer ouïa-ouïa comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et c'est comme ça que vous voulez être ambassadeur en France. Ça, c'est la... Maintenant, sur le... vous avez pris des témoins. Je ne sais pas si vous pensez que, bon, être ambassadeur, c'est vous êtes dans votre ferme de, je ne sais pas quoi, d'élevage de poules, je ne sais pas, ou de chèvres. Vous dites qu'en 2005, vous avez raconté tout un tas d'histoires et que vous dites, Bazi Katari, qui est l'actuel ministre de l'Environnement. Mais vous ignorez, vous, à Gaddafi, que Folie Bazi Katari, elle a été citée dans le rapport de la FDIH comme étant un acteur majeur qui a les milices en 2005. On vous accuse, vous, à Gaddafi, d'avoir été aux côtés des milices en 2005. Que vous n'avez rien fait. Si les gens veulent s'assurer que vous n'avez rien fait, les gens n'ont qu'à les demander à Folie Bazi. Folie Bazi lui-même, qui a déjà été cité dans le rapport de la FDIH. Vous pouvez prendre le rapport de la FDIH. Folie Bazi est cité noir sur blanc. Vous perdez de vue que quand le ministre François Boko a démissionné en 2005 en refusant de cautionner les tueries, c'est Folie Bazi qu'on a nommé à sa place pour terminer le processus électoral. Et c'est sous Folie Bazi qu'on a massacré les gens. Vous oubliez ça? Moi, Ferdinand qui vous parle là, j'étais dans un meeting à Sokoré en 2005 avec l'équipe de Boba Kitani. On a fait un meeting fou au terrain de Sokoré. Il n'y avait même pas de la place. On a terminé tard dans la nuit le meeting. Il y avait tellement du monde. Et à la fin du meeting, on est resté à Sokoré, on a dormi à Sokoré. La nuit, les éléments de Folie Bazi nous ont attaqués à la machette. J'en suis un témoin. Ils nous ont attaqués à la machette. La nuit, en 2005, on a fui Sokoré par la brousse pour arriver à Takpamé où on a pu dormir avant de rejoindre Lomé. Et le nom de Folie Bazi est noir sur blanc dans le rapport de la FDIH. Donc, personne ne raconte n'importe quoi sur vous. Ou bien vous pensez que parce que c'est 20 ans après, les gens ont oublié. Les gens n'ont pas oublié. Moi, j'étais à Sokoré. Quand ils ont macheté les gens la nuit, nous avons fui Sokoré la nuit. Par la brousse. Ils ont macheté les gens. Et c'était les éléments de Folie Bazi. Et donc vous pensez que le rapport de 2005 là, c'est passé comme ça par perte et profit?
D'ailleurs, je vous informe qu'en France, là, il y a des gens qui s'organisent pour réveiller ce dossier-là et porter plainte contre les auteurs. Ce serait une bonne chose que vous arrivez en France. Et comme ça va bien se jouer. On connaît la justice française. Hein. Si elle a réussi à mettre un bracelet électronique sous le pied de Sarkozy, c'est pas vous, ambassadeur, je ne sais pas qui. Les gens s'organisent. Cette histoire-là ne s'est pas finie, ça. Parce que c'est des crimes imprescriptibles. Tout ce qui s'est passé dans le rapport de 2005, que ce soit le rapport de la FDIH ou le rapport de l'ONU, c'est des crimes imprescriptibles. Donc vous demandez à des gens qui vous accusent d'aller s'informer auprès de Folie Basile, qui lui-même est déjà... Vous-même à Gadazi, vous êtes cité dans le rapport de la FDIH. Vous êtes cité dans le rapport de la FDIH. Il n'y a pas deux à Gadazi officier au Togo. C'est vous. Et vous dites, vous n'avez rien fait. Et il faut aller voir, comment l'appelle-t-on, Folie Basile. Il faut aller s'informer chez Folie Basile. Folie Basile lui-même, il est même couché dans le rapport. Ça, lui, il est couché même dans le rapport de la FDIH. Il est couché dans le rapport de la FDIH. Vous pensez que ce sont des faits qui vont passer comme ça par perte et profit? Vous allez voir la dynamique de la justice qui va se mettre en branle prochainement. Parce qu'on a mis la CVJR en place pour régler le problème. La CVJR n'a rien réglé. Ils ont profité de la CVJR pour noyer toutes ces informations-là. Mais vous pensez que les gens sont des idiots? Après, pour toutes les accusations, votre défense maladroite sur le PNP, je pense que le PNP vous a bien répondu au moment où vous les avez accusés. Il y a pas mal de vidéos du PNP sur la toile que les gens peuvent retrouver facilement. Et voilà. Donc, voilà ce que je veux dire sur cet aspect-là. Donc, monsieur l'ambassadeur, il faut savoir prendre la parole. Un ambassadeur, c'est quelqu'un d'abord qui est très discret, qui a une parole rare. Ce n'est pas quelqu'un qui se met à parler, à réagir sur tout et n'importe quoi. À la limite, ce sont vos supérieurs qui doivent réagir. Ce n'est pas parce que vous êtes officier, vous avez fait les casernes. Quand vous étiez dans les années 92 là, ou 91, là, c'est vous qui lisez les communiqués numéro 1, numéro 2 au camp, non? Pour menacer la transition. Vous faisiez partie, non, vous, à Gadazi. C'est vous qui lisez les communiqués, non? Communiqué numéro 1, communiqué numéro 2, telle personne est convoquée au camp. Vous en faisiez partie, non, monsieur Agadazi? Ça aussi, c'est des allégations. C'est des allégations. Donc, allez à l'école de votre collègue qui est maintenant ministre de l'Intérieur à Lomé, Madouba. Il va vous dire comment est-ce qu'il a pu être ambassadeur en France pendant 20 ans sans que personne ne parle peut-être en mal de lui, je ne sais quoi, ou qu'on ne l'ait entendu prendre la parole, bavarder quelque part. Au lieu de vous mettre à parler, je ne sais pas, à dire tout et n'importe quoi. Voilà. Le pays dans lequel vous arrivez est un pays où les gens sont très raffinés. Ça ne parle pas ouïa comme vous êtes en train de le faire. Peut-être que vous ferez une bonne compagnie avec Trump, hein, parce que lui n'a pas de diplomatie. Voilà ce que je voulais dire sur le cas Agadazi et rappeler que moi je ne suis pas un activiste, mais si vous voulez que je le devienne, je vais le devenir. Hein. Moi je ne suis pas un activiste. Si je suis un activiste là, il y a des choses que je vais faire, vous n'allez pas pouvoir croire. Donc un activiste n'a pas de limite. Lui, c'est s'en fout la mort. Vous avez vu les Johnny Pacheco, les Babou Kone, tout ça là. Ces gens-là, eux, ils n'ont pas de limite. Hein. Eux, ils se lèvent là. Tout ce qu'on leur dit, ils vérifient, ils ne vérifient pas, ils bombardent. Ça, c'est l'activisme. Ils bombardent. Ils s'en foutent des dégâts. Ils bombardent. Parce que c'est son combat, ça. L'activiste, c'est son combat. Il n'a pas de limite, il n'a pas de déontologie, il n'a pas d'éthique. Donc lui, toute information qu'on lui envoie, si on dit A, X, A, comment eux-mêmes le disent, a fait quelque chose à la femme de Y, il vient, il le dit.
Il ne sait pas que, bon, ça détruit des foyers, ça fout en l'air des relations. Lui, il le dit, il s'en fout. Mais si vous voulez que je devienne un activiste, je peux le devenir. C'est à vos risques et périls. Hein. Parce que, en toute modestie, je suis quand même bien informé hein, par rapport à ce qui se passe au Togo. Voilà. Une fois que je quitte ce sujet d'Agadasi, je vais passer par Sunu Bank. Voilà un autre dossier qui est là. Cette semaine, j'ai vu beaucoup d'articles dans les journaux qui ont tenté de voler au secours de Sunu Bank. Je connais le mode opératoire, je sais ce qui s'est passé. Dès que vous sortez un dossier qui dérange, on appelle quelques journalistes, on fait un semblant de droit de réponse, on l'accompagne avec un peu de moyens. Et donc, ces articles-là, on apprend, les gens disent, ouais, la directrice qui est partie, Madame Agbangano, je ne sais pas comment elle s'appelle, je pense que c'est ça, qu'elle est une femme professionnelle, qu'elle a fait telle banque, elle a fait ci, elle a bien géré la banque. Mais ce n'est pas moi qui dis qu'elle a mal géré la banque. Ce sont les syndicalistes, vous les avez même écoutés avec Saint-Banque. Est-ce que c'est moi qui dis qu'elle a mal géré la banque? Ce sont ses propres collaborateurs qui disent qu'elle a mal géré la banque. Comment est-ce qu'on peut être une professionnelle et puis on va donner de l'argent à un opérateur économique sans aucune garantie? Vous êtes une directrice d'une banque, comme Sunu Bank, et vous donnez de l'argent à un opérateur économique au Niger qui est de votre communauté sans aucune garantie. Et l'opérateur économique, quelques jours après, déclare la faillite. Et vous êtes une bonne administratrice, ça? Comment est-ce qu'on peut être une bonne administratrice? Vous sortez 9 milliards, vous dites que c'est pour l'État du Sénégal, l'argent se retrouve dans une banque privée. Vous êtes une professionnelle. Vous avez sorti 2 milliards comment l'appelle-t-on, de Sunu Bank, donc la BPEC, pour un crédit à Élysée Cotran. Vous connaissez la société Élysée Cotran? La BPEC, donc la Sunu Bank, a fait un prêt de 2 milliards à Élysée Cotran. Élysée Cotran, c'est une société de Julie Begedou, sans aucune garantie. Aujourd'hui, vous êtes au tribunal. Le contentieux au tribunal. Ça, c'est une professionnelle qui fait ça. 2 milliards. Sans aucune garantie. Il y a des jeunes Togolais qui cherchent même à prêter 5 millions, 2 millions, 3 millions, 10 millions pour leur affaire. Vous refusez de leur donner. Mais des gens viennent vous leur donner 2 milliards. Mais ces 2 milliards, c'est l'épargne des Togolais. L'argent qui rentre dans Sunu Bank, c'est l'épargne des Togolais. C'est l'épargne des Togolais. Vous avez sorti de l'argent il n'y a pas très longtemps en direction de la Côte d'Ivoire, 1,5 milliard pour financer un lycée pour les filles en Côte d'Ivoire. Vous avez sorti de l'argent il y a quelques jours pour la Côte d'Ivoire, un crédit, malgré que la banque est dans une situation difficile, 1,5 milliard. Mais au Togo, on a des lycées, comme le lycée de 2 février. On cherche des financements pour construire le lycée de 2 février. Vous n'êtes pas rapproché de l'État togolais qui abrite la banque et qui a des actions dans la banque pour dire Sunu Bank peut financer la reconstruction du lycée de 2 février pour le bonheur des élèves togolais. Vous n'avez pas demandé ça. Et donc, le fait pour vous d'aller d'écrire des articles que vous balancez dans des journaux, ça ne va pas régler le problème de fond. Le problème de fond, c'est la gabegie de votre gestion. Et vous êtes en Côte d'Ivoire, vous continuez d'agir sur la banque. Le ministre même des Finances togolais, il ne comprend pas. C'est lui qui a demandé à la commission bancaire de venir faire l'état des lieux. Lui-même ne comprend rien. Parce qu'il s'est posé la question, comment est-ce qu'on a pu laisser gérer une banque comme ça pendant des années, sans que personne ne dise rien? Quelque part, il y a certains qui ont encore de la décence. Quand ils voient des choses, ils ne sont pas d'accord. Donc, arrêtez d'aller publier des choses dans les journaux pour vous donner une bonne conscience que oui, c'est une banque qui est bien gérée.
et machin, tout ça. Merci, Kodjovi. Hein? Arrêtez de faire des conneries comme ça. Donc, le reste de la bataille, c'est les employés, les syndicalistes qui vont continuer la bataille avec Sunubank. Sinon, moi, je ne suis qu'un journaliste, lanceur d'alerte. Quand c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. Et moi, je m'en arrête là. Maintenant, il faut que d'autres personnes puissent continuer le combat et pour avoir gain de cause. Donc, arrêtez de faire croire que la banque est bien gérée, puisque les syndicalistes eux-mêmes disent que la banque est dans une situation difficile, qu'elle est mal gérée. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai à dire sur Sunubank. Maintenant, on va entamer le dossier Simco. Voilà d'autres cas. Avant d'entamer le dossier sur Simco, je vais vous partager certains éléments avec vous sur ma page. Pendant que je parle, je partagerai des trucs avec vous sur ma page directement. La dernière fois, j'ai évoqué le code du travail et je vous ai lu les articles du code du travail qui impose aux étrangers qui viennent travailler chez nous comment ils doivent être traités et quels sont leurs contrats et tout. À la suite de ça, il y a un compatriote qui m'a envoyé un message que je vais lire avec vous. On va le lire ensemble. Parce que c'est seulement le dimanche qu'il y a du beau monde. Pour que vous voyez comment est-ce que des emplois échappent à des cadres togolais, à des diplômés togolais au profit des étrangers. Et qu'en fin de compte, ces étrangers s'organisent pour sortir l'argent du pays. Parce que plus vous avez des étrangers qui viennent travailler chez vous, qui arrachent les emplois qui devaient venir aux nationaux, ces étrangers, une fois qu'ils sont payés, ils sortent l'argent du pays. Et donc, il y a, à un moment donné, un problème de liquidité dans les banques parce que les gens qui sont payés, ils ne déploient pas l'argent, ils ne dépensent pas l'argent dans votre pays. Ils le sortent pour aller dans leur pays. Et donc, il y a un compatriote qui travaille dans une entreprise à Sokoré qui m'a envoyé un message pour dire « Grand frère, voilà ce qui se passe dans notre entreprise. Voilà ce qui se passe dans notre entreprise. » Et c'est une entreprise, il m'a dit, à l'image de ce que j'ai dénoncé dans Simco, il me dit il travaille dans une entreprise, apparemment c'est ceux qui font les ponts ou les routes à Sokoré là-bas, les histoires de Sorubat et leur compagnie. Et voilà ce qu'il me dit. Il dit le directeur du projet, voilà, l'entreprise s'appelle Hightech. Je pense qu'ils font des ponts vers la zone de Sokoré-Bassar. Il dit, le directeur du projet, c'est un Sénégalais. Écoutez très bien. Le directeur du projet, c'est un Sénégalais. L'adjoint, c'est un Sud-Africain. Le responsable logistique, c'est un Libanais. Le DAF, c'est-à-dire directeur de l'affaires financières, c'est un Libanais. Le responsable du transport, c'est un Libanais. Le gestionnaire du carburant, c'est un Libanais. Le chef d'études, c'est un Indien. Le chef laboratoire, c'est un Libanais. Le chef du terrassement, c'est un Sud-Africain. Le responsable de la centrale à béton, c'est un Sud-Africain. Le directeur de la carrière, là où ils prennent les roches, tout ça, c'est un Sud-Africain. Toutes les machines stratégiques sont conduites par les expatriés. Écoutez-moi très 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 bien. Hightech, c'est vers Tchamba, je ne sais pas, mais il m'a dit c'est dans la zone de la région centrale. Écoutez très bien ce que je dis. Il dit, la direction, ceux qui dirigent le projet, ceux qui dirigent ce projet-là, le directeur du projet, c'est un Sénégalais. L'adjoint, c'est un Sud-Africain. Le responsable de la logistique, c'est un Libanais. Le DAF, c'est un Libanais. Le responsable de transport, c'est un Libanais. Le gestionnaire du carburant, c'est un Libanais. Le chef d'études, c'est un Indien. Le chef laboratoire, un Libanais. Le chef du terrassement, un Sud-Africain. Le responsable de la centrale à béton, c'est un Sud-Africain. Le directeur de la carrière, c'est un Sud-Africain. Maintenant, toutes les
machines stratégiques, c'est-à-dire les grosses machines, les dompels, tout ça, c'est conduit par les expatriés. Et pourtant, pour ce travail, il y a de la compétence au Togo. Il y a des Togolais qui sont diplômés. Il y a des Togolais qui ont la compétence. Est-ce que quelqu'un peut me dire en live ici qu'il n'y a aucun Togolais pour gérer une carrière? Une carrière d'une société, il n'y a pas de Togolais pour gérer une carrière. Il n'y a pas de Togolais pour gérer le transport. Il n'y a pas de Togolais qui soit diplômé en logistique. Il n'y a pas de Togolais qui peut faire des études. Il n'y a pas de Togolais qui peut tenir un laboratoire. Et il n'y a pas de Togolais qui peut conduire des engins. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, pour cette petite société qui exécute un projet dans la région centrale, regardez le nombre d'expatriés qui sont concentrés à la tête de la société. Et tous ces gens que je viens de citer, ils ont des salaires énormes. Et l'informateur dit, tous ces expatriés-là, ils ont un chauffeur, ils ont une cuisinière, ils ont une ménagère, ils ont de la connexion permanente, ils ont des crédits de communication, ils ont des logements. Les logements décents, des villas. Et le seul Togolais qui est parmi eux, c'est celui qui s'occupe des ressources humaines. C'est le RH. Et lui, il n'a aucun avantage. Lui, il n'a pas de chauffeur, il n'a pas de cuisinier, il n'a pas de ménagère, il n'a pas de logement. Et ça se passe chez nous, au Togo, en 2025. Et un pays qui est bourré de gens compétents, un pays qui est bourré de diplômés, où les gens sont à faire du zémidjon, à aller boire, à devenir des soulards. Ça se passe chez nous. Alors que le Code du travail interdit ça. Le Code du travail n'accorde de CDI aux expatriés que 4 ans. Un CDI de 2 ans renouvelable une fois. Et quand l'expatrié vient, si cette compétence n'existe pas au Togo, il est bien obligé de former un Togolais avant de partir pour que le Togolais prenne la relève. Mais en Occident, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, mais si vous arrivez en France et que vous voulez travailler dans une entreprise, on cherche d'abord à savoir s'il n'y a pas un Français qui a la même compétence que vous. S'il y a un Français qui a la même compétence que vous, on prend le Français, on vous laisse. C'est quand il n'y aura pas de Français qui a cette compétence-là qu'on vous prend. C'est partout comme ça. En Allemagne, c'est pareil. En Belgique, c'est pareil. Je ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est comme ça. Chaque pays essaye de préserver les emplois locaux. Et vous savez pourquoi ils font ça? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. Parce qu'un expatrié qui vient chez vous, il gagne un salaire peut-être 10 fois plus que le salaire du national. Même s'ils ont les mêmes diplômes. Et une fois qu'il gagne ce salaire, il sort l'argent du pays. À chaque fin du mois qu'on le paye, il sort de l'argent du pays. Et donc c'est de la liquidité en moins pour le pays. C'est pour ça que dans certains pays, même faire les Western Union, c'est compliqué. On refuse aux gens de faire les Western Union. Vous connaissez toute la diaspora qui est en Occident. Et vous savez qu'on dit que c'est la diaspora qui nourrit l'Afrique parce que les gens, une fois qu'ils prennent leur salaire, ils courent à la fin du mois pour faire les Western Union. C'est-à-dire, ils sortent l'argent du pays où il est employé. Donc il y a un enjeu économique et de maîtrise de la masse monétaire derrière cette affaire-là. Il y a une question de la maîtrise de la masse monétaire derrière cette affaire-là. Et vous savez très bien que les expatriés qui viennent dans notre pays, et comment on appelle ça? Les sociétés font du faux. C'est-à-dire, vous avez un gars, il est sud-africain, il est taïwanais, il est indien, il vient dans une société, on déclare son salaire à 350 000 francs. C'est ce qu'on va aller déclarer à l'inspection du travail. On va dire qu'il gagne 350 000 francs. Et quand l'inspecteur du travail va lui poser la question, mais c'est avec les 350 000 francs que vous faites face à toutes les charges, il va dire non, que c'est la société qui lui a loué la villa, la voiture c'est la société qui s'en charge, le carburant c'est la société, et lui il a su son salaire. Donc ils ont un contrat qu'ils brandissent devant l'inspecteur du travail, mais ils ont un autre contrat caché, où celui qui gagne 350 000 francs au Togo comme salaire, en réalité il gagne 3 000 $, ou il gagne 1 500 $, ou il gagne 2 000 $. Et à la fin de chaque mois, la société vire automatiquement l'argent sur son compte en Afrique du Sud, en Chine, en Inde, à Taïwan. C'est comme ça que ça se passe dans notre pays. Et comme nous avons des autorités qui ne contrôlent rien,
Si ce n'est que les coups d'État, quand il y a coup d'État au Togo, bien quelqu'un veut faire coup d'État, il faut être déjà au courant. Mais quand il faut faire des contrôles sur les questions de corruption, les dissimulations comme ça, on ne voit jamais au service de ces renseignements. Donc, c'est comme ça qu'il faut dans le pays. Il faut des montages financiers. On a vu ça dans les Panama Papers. Vous avez une seule société qui s'installe au Togo, qui a des relais à l'île Maurice, aux îles Vierges, et finalement vous trouvez les Panama, tout ça, Taïwan, Singapour. Et donc, à la fin, sur leur chiffre d'affaires au Togo, vous ne verrez que peut-être 50 millions, 100 millions, mais il faut des chiffres d'affaires de milliards. Donc, ils sortent systématiquement l'argent du pays. Et c'est un manque à gagner terrible pour le Togo. Donc, les gens sont à Lomé, ils se plaignent que l'argent ne circule pas. Oui, quand vous avez autant d'étrangers qui ont le contrôle de votre économie, l'argent ne peut pas circuler. Quand vous avez tellement d'étrangers qui ont le contrôle de votre économie, l'argent ne peut pas circuler. L'argent ne peut pas circuler. Parce que ces gens, ils sortent l'argent systématiquement du pays. Ils ne gardent que dans le pays le minimum qui leur sert à vivre. C'est pour ça que chaque pays protège les emplois locaux. Mais si c'est le Togolais qui gagne 10 millions, c'est le Togolais qui gagne 5 millions, il va l'utiliser dans son pays, il va investir dans son pays. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme en économie, je ne sais pas, à Washington, je ne sais pas comment ils appellent là, ou bien à l'université de Harvard, ou bien à MIT, pour comprendre ça? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme en économie pour comprendre ça? Vous prenez nos frères du Sahel. Aousato so la garona banca. Mikpo Aousato so ga veto banca. Aousato be gauna banca. Aousato ne so ga. E ble la kwete me. Ni danwa e galano e gagné le soulé. Ni po on vient les Niger là so gagné me so ya hoine. Du coup, les banques n'ont pas de liquidité. C'est ça. C'est pourquoi dans certains pays, en Afrique du Sud par exemple, les histoires de Western Union sont très limitées. Vous pouvez faire rentrer l'argent dans le pays, mais pour sortir l'argent du pays, il faut tout un protocole. Mais chez nous, plus on a des étrangers qui sont chez nous, plus ils sortent de l'argent, et donc c'est un manque à gagner pour nos banques, c'est un manque à gagner pour notre économie, c'est un manque à gagner pour l'ensemble du système économique de notre pays. Conséquence, il y a des gens qui disent égamer circuler les diamants. Et c'est vrai. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. L'argent ne circule pas parce que ceux qui ont pris le contrôle de l'argent du pays, ils sortent l'argent systématiquement. Donc vous ne pouvez pas permettre que, pendant que nous ayons des diplômés, on a des gens qui sont qualifiés pour travailler, on amène des étrangers pour prendre des postes stratégiques et les Togolais sont des boys de ces étrangers-là. Moussa Gloré, c'est pas normal. Donc, voilà ce que le compatriote m'a dit sur cette société qui travaille dans la région centrale. Et vous allez dans toutes les sociétés, à Lomé, c'est pareil. Tous ces étrangers qui ont implanté des sociétés au Togo, la plupart des directions sont pilotées par ces mêmes étrangers. Vous allez à Champion, les pays champions, hein, et moi, et dans les champions que vous voyez là, à part quelques Togolais qui sont aux caisses là, mais les trésoriers, les comptables, tout ça, c'est eux-mêmes. Mais vous trouvez ça normal? S'il faut des magouilles, même l'État togolais ne saura pas. S'ils sont des magouilles, s'ils manipulent leurs recettes, même l'État togolais ne saura pas. Dans quel pays? Parce que nous n'avons pas de dispositif au niveau de nos impôts, de nos services, pour lutter contre la contrebande, pour suivre la fraude de ces gens-là. Si on a un système aussi perfectionné comme l'Occident, pour suivre les revenus de ces gens-là, on sait qu'ils ont fait ça, mais ils ont déclaré ça, on peut les poursuivre. On n'a rien à faire. Les Chinois, les Libanais, les Juifs, tous ces gens-là qui sont au Togo, chacun essaye de magouiller l'administration fiscale. Mais pendant ce temps, l'OTR s'abat sur les Togolais. Quand un Togolais crée une boutique quelque part, 2 semaines après, l'OTR est là. On ferme ta boutique. Mais les plus grands magouilleurs au Togo, ce sont ces gens-là qui sont installés dans notre pays, qui ont pris l'économie en otage, qui ont le circuit d'argent dans leurs mains, mais l'OTR ne les poursuit jamais. Donc, ce que je dis là, ça a une incidence économique sur le pays. Quand on dit que l'argent ne circule pas, justement, l'argent ne circule pas parce que l'argent est dans les mains des étrangers. Dès que vous avez notre
Maintenant aussi, il y avait du vieux le temps, mais Amedjou, oui, Améronson, facilité au quelque chose, non? Là, Amedjou, leur fraude animal, comment est-ce que vous pouvez diriger un pays comme ça? Comment est-ce que vous pouvez diriger un pays comme ça? Aujourd'hui, il n'y a pas un seul jeune entrepreneur togolais qui va aller dans une banque pour demander un prêt de 10 millions. On va lui demander des garanties, pas possible. Il n'y a pas un entrepreneur togolais, un opérateur économique qui va dans une banque pour demander un prêt de 20 millions. On va lui demander toutes les garanties. On va même dire son père qui est mort, il n'a qu'à amener ses personnes, ses recueils pour déposer comme garantie avant de lui donner l'argent. Mais quand les étrangers viennent, ce sont nos dirigeants qui les appuient pour aller chercher l'argent dans les banques, sans aucune garantie. Pendant ce temps, l'OTR est autour des Togolais en train de les écraser. Il est temps que nous nous réveillons. Et je voudrais interpeller encore une fois les syndicats. Les syndicats au Togo, vous êtes aussi garants de cette loi sur le code du travail qui a été votée, au même titre que l'État. Vous êtes les partenaires sociaux de l'État. Vous êtes les centrales syndicales. Vous êtes les partenaires sociaux de l'État. Si l'État vote des lois et que ces lois dans la pratique ne sont pas respectées, c'est à vous, syndicalistes, à la fin de chaque année, de faire un rapport pour attirer l'attention de l'État que dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, il y a la loi qui n'est pas respectée par rapport à la promotion de l'emploi des Togolais, à la promotion des cadres togolais. C'est vous les syndicalistes de rappeler ça à l'État. Mais vous, votre rôle, c'est d'aller dans les voyages, quand il y a les conférences à Genève, au BIT, vous allez là-bas, vous prenez les frais de mission, vous revenez à Lomé, vous vivez dans les bars, vous êtes tranquille. C'est ça, le secrétaire général d'un syndicat. C'est votre responsabilité, vous les syndicalistes, de prendre la loi, le code du travail et de regarder dans les domaines où le code du travail n'est pas respecté et d'attirer l'attention de l'État. Que dans tel domaine, le code du travail n'est pas respecté. Ici, le code du travail n'est pas respecté. Ici, on emploie les étrangers alors qu'ils n'ont pas droit. C'est votre responsabilité. Vous n'êtes pas seulement chef, je ne sais pas, secrétaire général des syndicats pour aller à Genève, pour aller aux conférences du BIT. C'est ça votre rôle. Si l'État est défaillant, vous qui êtes les partenaires de l'État, vous devez rappeler l'État à ses obligations. Et c'est comme ça que vous allez protéger l'emploi local contre l'envahissement des étrangers. Parce que ceux qui viennent nous envahir, c'est parce qu'il y a des failles. Eux, ils s'en foutent. C'est parce que nous avons ouvert la porte qu'ils rentrent. Ils font ce qu'ils veulent de nous. Mais si nous sommes là, et nous sommes vraiment organisés, ils ne peuvent pas faire ça. S'il vous plaît, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'attaquer le direct, surtout sur Facebook et TikTok aussi. Bon, comme les TikTokers le disent souvent, essayez essayer de nous aider à sécuriser le live. Voilà. Voilà. Et donc, vous ne pouvez pas accepter des choses comme ça. Vous ne pouvez pas accepter des choses comme ça. Vous, les syndicalistes. Un matin, je vais chercher vos photos. Là, les derniers, vous les responsables des syndicats là, je vais chercher vos photos, je vais mettre sur ma page Facebook, pour que les gens voient à quoi vous ressemblez. Je vais chercher vos photos et je vais mettre sur ma page Facebook. Vous n'êtes pas à la tête des syndicats pour aller à Genève et aller dormir dans les hôtels. Vous êtes à la tête des syndicats pour attirer l'attention du gouvernement sur un certain nombre de manquements qui se trouvent dans le monde de l'emploi. C'est ça votre responsabilité. Vous êtes les partenaires sociaux du gouvernement. Vous ne pouvez pas croiser les bras alors qu'il y a des gens qui sont dans votre pays qui violent le code du travail. Qui violent allègrement le code du travail. Si le gouvernement, lui, est défaillant, mais vous faites quoi? On sait que, bon, les gens comme les Bawara, il est ministre depuis 8 ans, ministre du Travail, je ne sais pas quoi, il n'a pas le temps pour s'occuper des travailleurs, il est dans la politique politicienne. Quand il faut venir répondre aux opposants, c'est lui qui a c'est lui qui a les rhétoriques pour venir raconter tout et n'importe quoi. Mais le directeur du travail, c'est lui qui signe les contrats. Il fait quoi? C'est lui qui signe les contrats qui permet à ces travailleurs d'avoir un visa ou une carte de séjour. J'ai appris que le directeur du travail, il est parti à la retraite, qu'il y a un nouveau qui a été nommé il y a quelques mois, qui s'appelle Anaté. Mais reprenez le code du travail et allez dépoussiérer toutes ces sociétés qui emploient des étrangers en lieu
des Togolais. Donc, c'est une... je sais pas, c'est quelque chose que j'ai voulu développer avant d'entamer la seconde partie du dossier Simco. C'est important de le développer parce qu'il y a des gens qui m'ont dit il faut que je le développe davantage, surtout l'aspect où nous devons comprendre que quand il y a des étrangers qui prennent des postes de responsabilité chez nous, au détriment des nationaux, ces étrangers ne gardent pas leur argent au Togo. Donc, il y a un enjeu financier derrière cette histoire-là. Il y a beaucoup d'argent qui sort du pays. Il y a beaucoup d'argent qui sort du pays et quand l'argent sort du pays, les banques n'ont pas de liquidité. Le salaire d'un Togolais va être logé à l'UTB, à la BTD, ou je ne sais pas, à la BOA pour longtemps, peut-être pour 1 mois, 2 mois. Mais le salaire de l'étranger, on le vire directement. Donc, son argent ne reste même pas dans le pays. Il a juste le minimum pour vivre au Togo. Donc, il y a un enjeu financier derrière cette histoire-là. Et donc, quand on dit que le pays manque de liquidité, bien évidemment, c'est pour ça qu'à l'extérieur de nos pays, dans les pays occidentaux, on privilégie les emplois locaux d'abord. Et puis on limite même les sorties d'argent. Même si vous voulez faire des Western Union, eh bien, il y a un quota par an que vous ne pouvez pas dépasser dans certains pays. Les Western Union, les transferts d'argent, il y a un quota. Quand vous atteignez ce quota-là, on vous bloque. Parce que les gens savent que quand vous sortez, plus vous sortez l'argent du pays, vous faites mal à leur économie. Mais Faure Gnassingbé, c'est un économiste, nous a-t-on dit. Il ne peut pas connaître les éléments là. C'est des choses élémentaires. Ah, vous savez, tu as beaucoup on a les Togo, et quand il a banque, mais quand il a banque, on a le tourné. Les banques ont le tourné, on a dit tout Ghana, tout Govi, on a financé le projet, oui. Mais nous, on a les soeurs qui ont les banques, les gars, on les plaît, la vie, mais on a pas dit bon, mais ça, nous l'avons dit. Donc, c'est un manque à gagner terrible pour le pays, mais aussi pour les impôts. Bien évidemment, pour les impôts aussi. Puisqu'on n'a même pas une traçabilité pour savoir quel revenu réel le gars fait pour taxer, pour calculer les impôts. Après, on s'acharne sur les Togolais qui se débrouillent. On s'acharne sur les pauvres Togolais, les jeunes entrepreneurs togolais, les jeunes commerçants togolais, les jeunes qui ont fini leurs études, qui traînent, qui veulent lancer une initiative. L'OTR est là pour les écraser. Mais là où il y a la véritable fraude, là où il faut régler les vrais problèmes, on ne voit pas l'OTR, on ne voit pas le ministère des Finances, on ne voit pas le ministère de l'Emploi et du Travail. Mais quand le Togolais veut entreprendre, le Togolais veut faire un petit boulot, il y a l'OTR qui est là. Même une coiffeuse qui est dans la rue, l'OTR arrive. Une couturière, l'OTR arrive. Un vendeur de beignets, l'OTR arrive. C'est quoi ce pays? Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Avant d'entamer le dossier de Simco. Alors, la dernière fois, j'ai parlé de Simco. Et depuis, ça fait des vagues. Bon, comme moi, je suis... moi, j'ai des yeux partout. Vous savez, j'ai dit plusieurs fois ici que en matière de communication, la crédibilité du messager précède le message. Quand le messager est crédible, le message ne souffre d'aucune ambiguïté. Et c'est pareil pour les journaux. Il y a des gens qui ont passé des années à bâtir leur crédibilité, à bâtir leur notoriété. Et une fois qu'ils ont atteint un niveau de notoriété, les gens leur font naturellement confiance. Et j'ai toujours donné l'exemple, par exemple, l'exemple typique du journal Mediapart en France. En France, Edwy Plenel a travaillé tellement de façon dure. Il est resté sur les principes et il a bâti un modèle de médias connu pour sa rigueur. Au point qu'aujourd'hui, Mediapart, on a d'ailleurs même on a parlé longuement l'année dernière dans nos formations, n'a même pas besoin
d'aller faire encore une quelconque recherche. Il y a des gens naturellement qui leur rapportent des dossiers. Eux, ils se chargent de vérifier, de confronter les sources et de les publier. Et le canard enchaîné, c'est pareil. Aux États-Unis, il y a des médias que j'ai visités, c'est pareil. C'est des médias d'une très grande notoriété. Et moi, la petite crédibilité que j'ai fait que j'ai des gens partout. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui, voyant quelque chose d'anormal, m'interpelle directement ou m'interpelle par personne interposée. J'ai toujours des gens quelque part. Et donc, dans tous les domaines, j'ai quelqu'un quelque part. Si demain vous me demandez de vérifier qui a pris l'avion aujourd'hui à l'aéroport, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dedans, je peux vous dire. Si demain vous dites qu'il y a un bateau qui a atterri, qui arrive, il y a ci, il y a ça, je peux vous dire. Parce qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui va me renseigner. Et ça, c'est un travail qu'on a fait pendant de longues années. Et surtout quand on sait protéger ses sources et que l'informateur sait que vous êtes un journaliste qui protège vos sources et que vous ne les mettez pas en danger, ils seront toujours là pour vous informer. Pendant que j'étais en train de faire le live la dernière fois ici, sur Simco, le DG qui dit qu'il n'aime pas les Togolais là, Aruna Savadogo, voilà, c'est le DG qui dit que lui n'aime pas les Togolais. Et en privé, il a eu même à dire que si ça ne tenait qu'à lui, de l'agent de sécurité jusqu'au directeur, ça ne devait être que ses frères, pas un Togolais. Mais ce que ce monsieur ignore, c'est qu'il est au Togo. Il exploite les mines du Togo. Il est sur le territoire togolais. Il vit du Togo. Il vit au Togo. Il vit du Togo. J'ai mis sa photo sur ma page. Il y a un autre dont je vais mettre la photo tout à l'heure. Et donc, on ne demande pas, c'est pas de la mer à boire qu'on demande à Simco. Nous demandons juste à Simco de respecter le code du travail, d'engager des Togolais dans la direction de la société. Le conseil de direction de la société, il faut engager des Togolais dedans. Il faut que les Togolais aient des responsabilités. C'est le code du travail qui le dit. Il faut qu'il permette aux ouvriers, aux gens qui travaillent dans son entreprise d'avoir un syndicat. Il refuse que les travailleurs se constituent en syndicat, en violation du code du travail au Togo. Après, il fait du mauvais ciment. C'est les choses qu'on lui demande. Ce n'est pas de la mer à boire, ce sont les choses qu'on lui demande. Réajuster la direction de Simco, le conseil de direction, pour intégrer les Togolais dedans, parce qu'il y a des Togolais compétents. Arrêter de faire du ciment de mauvaise qualité, permettre aux ouvriers dans son entreprise de se constituer en syndicat, et à la fin, arrêter de corrompre les gens. Donc pendant que j'étais en train de faire mon live ici, et que j'étais vers la fin, le DG qui habite à Baguida, ils aiment habiter à côté de la mer, c'est normal, qui habite à Baguida, il improvise une réunion chez lui, rapidement, et il appelle certains de leurs amis, pendant que je n'avais pas encore fini le live, qui se retrouvent chez lui, à la maison, pour discuter de mon cas. À peine, j'ai fini mon live, que j'ai fini, j'ai éteint les micros là, que j'étais au courant qu'ils étaient en réunion. C'était le dimanche, à pareille heure. Bon, moi j'ai rien dit. Et comme j'ai toujours, je sais pas, il y a toujours des gens qui suivent des gens, donc j'étais là. Et parmi ces gens, les gens qui ont assisté à cette réunion, il y a un opérateur économique togolais que je vais interpeller. Monsieur Tété Ahorikpe, vous êtes le voisin de Aruna Savadogo à Baguida. Je voudrais vous dire de ne pas vous mêler de cette histoire.
C'est vrai que vous, les hommes, les opérateurs économiques ou les hommes d'affaires, c'est l'argent qui vous intéresse. Votre pays ne vous intéresse pas. Votre pays peut être dans la boue. Si vous pouvez vous associer à des étrangers pour piller votre pays, vous êtes prêt à le faire. L'essentiel, c'est que vous ayez votre compte bancaire rempli. Nous, on se bat pour les Togolais. On se bat pour le Togo. On se bat pour les jeunes diplômés togolais qui sont en train de faire du sémillant. Vous avez déjà réussi. Vous vivez dans les domaines de 8 lots, de 10 lots. Vous avez des biens partout. Arrêtez de vous mêler de cette histoire. Sinon, vous allez prendre une balle perdue. Vous étiez à la réunion. Vous êtes amis à ce fameux Savadogo. Vous étiez à la réunion. Sinon, vous allez prendre une balle perdue. Je n'ai pas envie de vous prendre, je ne dirais pas pour cible, mais quand on parle de la fierté des Togolais, quand on lutte pour défendre les intérêts des Togolais, vous arrêtez d'aller supporter les étrangers contre les Togolais. Je parle de vous parce que vous étiez à la réunion. Je ne vous connais pas, mais vous étiez à la réunion. Et vous, je connais vos dossiers. Même quand j'étais à Lomé, on en m'avait donné plein, mais je n'ai jamais traité, parce que ça ne m'intéressait pas. Et surtout des dossiers de mœurs, des bâches, tout ça, vous connaissez de quoi je parle. Les dossiers de mœurs. Je connais plein. Mais je ne veux pas rentrer dans ces histoires. Ça ne m'intéresse pas. Moi, comme je le dis, je suis journaliste, je ne suis pas activiste. Donc, arrêtez d'aller cautionner des gens qui font des bêtises dans notre pays. Arrêtez de cautionner des gens qui font des bêtises dans notre pays. Ça, c'est un. Donc, il y a eu cette réunion ce dimanche-là, improvisée, rapide, quand je faisais le live. Et après, depuis lundi, les réunions se sont enchaînées. Les réunions se sont enchaînées. Ils ont appelé tous ceux qui peuvent appeler, les officiers, les ministres, des gens. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce journaliste? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Ils ont appelé les gens de partout. Et ils ont même envoyé des gens sur le terrain pour aller dire aux gens le ciment est de bonne qualité, de ne pas les boycotter. Ils ont appelé les gens de partout. Mais moi, j'ai une voix qui porte dans le pays. Donc si vous rentrez dans une confrontation avec moi, je n'ai même pas encore sorti le gros du dossier de Simco. On n'est qu'au début. Tant que vous n'allez pas changer de méthode là, tant que vous n'allez pas respecter les Togolais, tant que vous... on ne va pas vous lâcher. Et moi, j'ai une voix qui porte au Togo et je vais l'utiliser suffisamment. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ramassez votre truc, vous quittez le Togo. Des Togolais ont l'argent pour reprendre cette usine. Il y a des Togolais qui ont suffisamment d'argent pour reprendre cette usine. Vous savez combien la diaspora togolaise contribue à l'économie nationale? Les Togolais qui sont à l'extérieur, la diaspora togolaise, vous savez combien la diaspora togolaise contribue à l'économie nationale? C'est 15% du PIB. Vous savez ce que ça veut dire? Si ce n'est pas qu'on a des dirigeants antipatriotes, des dirigeants sans aucune vision, on va laisser des étrangers acheter des banques au Togo, créer des usines au Togo, quand vous avez une diaspora qui a une manne financière jusqu'à 15% du PIB. On a créé les histoires de HTCE, je ne sais pas, HTCE avec Robert Doucet. On aurait pu, si ce n'est pas de la politique politicienne, amener la diaspora, canaliser les fonds de la diaspora pour que, si on veut privatiser demain une banque, on demande que ce soit la diaspora qui prenne d'abord une grande partie. Avant de l'ouvrir aux étrangers, on aurait pu demander aux Togolais de la diaspora, mais on veut, il y a une banque qui est en difficulté, on donne la priorité d'abord aux Togolais de l'étranger de prendre des parts dans ces banques-là. Et puis après, s'il y a quelque chose à donner à un étranger, on le donne. Des Togolais qui contribuent à 15% du PIB. Allez voir les chiffres de la Banque mondiale et de la BAD. Même ces chiffres sont montés jusqu'à 16 ou 17% l'année dernière du PIB. De la richesse nationale. Parce que le PIB, c'est la richesse nationale. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si vous êtes économiste, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Togolais de la diaspora ont la capacité de racheter une banque au Togo, de créer une usine au Togo, d'investir au Togo, de prendre le contrôle de plusieurs sociétés au Togo. Et si on le fait, au moins ces sociétés ne tomberont pas dans les mains des étrangers.
C'est parce qu'on a des dirigeants irresponsables, antipatriotes, foncièrement mauvais, qui ne veulent pas que les Togolais puissent se développer, qui vont céder nos biens aux étrangers, qui vont vendre les bijoux de famille aux étrangers. C'est quoi 3 milliards que vous avez amené ici pour prendre de l'argent à la BOAD? Si on demande à la diaspora togolaise de contribuer à racheter certaines sociétés qui sont en difficulté, vous imaginez combien la diaspora va mettre? Allez chercher les chiffres. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas beaucoup. Allez chercher les chiffres économiques. L'apport de la diaspora pour l'économie. Combien la diaspora injecte dans l'économie togolaise? Pendant que vous permettez aux étrangers de sortir l'argent du pays, c'est la diaspora qui envoie l'argent pour atténuer la pauvreté dans le pays. C'est la diaspora qui envoie l'argent pour atténuer la pauvreté dans le pays. Alors, et donc, toute la semaine, c'est des réunions sur réunions, le grand malaise, il y a ça, qu'est-ce qu'on peut faire à ce journaliste, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, comme ils ont toujours des relations, merci Zachary, ils ont appelé certains de leurs amis, officiers, ministres, telle personne, tel DG pour leur voler au secours. Et ils ont étudié toutes les options, comme on le dit dans la guerre, toutes les options sont sur la table.